Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. C'est une introduction en bourse qui a pour le moins enflammé le marché en décembre dernier, celle de CFG Bank. On va revenir dessus, revenir surtout sur les réalisations de la banque en 2023 et les perspectives 2024 avec son directeur général, Younes Benjelloun, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Younes, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation et pour commenter tout cela et vous challenger également sur vos réalisations avec nous, comme d'habitude, Abdelrazak Mghraoui, notre consultant. Bonjour Abdelrazak. Bonjour Adil, bonjour Younes. Bonjour Abdelrazak. Merci. Alors, je le disais en introduction, grosse opération en décembre. En tout cas, on n'a jamais vu des chiffres comme ça pour une opération de cette taille-là. J'ai les chiffres devant moi, 23 600 souscripteurs. Une IPO qui a été souscrite plus de 35 fois. Là, on est 3 mois plus tard. J'imagine que la poussière retombait un peu. Vous avez replongé dans vos chiffres. Le marché vient de prendre connaissance de votre publication 2023. Qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Alors, oui, effectivement, on a été très agréablement surpris par le grand succès de l'IPO. Et ce qui nous rend encore plus humble et modeste, c'est d'avoir presque 24 000 souscripteurs. Donc ça nous met du baume au cœur, mais en même temps, ça nous met un peu de pression parce qu'on a un nombre élevé de petits porteurs qui ont cru en nous. Et comme on l'a dit lors des résultats de l'opération, c'est qu'on va se battre pour respecter tout ce qu'on a annoncé comme engagement et espérons même faire un peu mieux dans la mesure du possible. Donc c'est vraiment un honneur et j'espère, comme je l'ai déjà dit, que ça va donner envie à d'autres entreprises d'aller en bourse. Quand le papier est de qualité, quand l'entreprise est de qualité, quand la gouvernance est en place, le marché est là. Le marché fait clairement la distinction entre les entreprises qui sont bien structurées et qui peuvent être vraiment attractives pour le marché, aussi bien pour le particulier que pour l'institutionnel. Et alhamdoulilah, depuis, tout s'est bien passé, le cours a bien progressé, les volumes ont été significatifs depuis, on a eu des volumes importants, il y a eu plus d'1 milliard de dirhams d'échanges sur les 2 derniers mois. Donc on a été introduit le 18 décembre, donc sur janvier-février, il y a eu beaucoup de volume. On est très content, alhamdoulilah, et on l'utilisera comme modèle parmi d'autres pour convaincre d'autres sociétés d'aller en bourse. On l'espère. Alors, des résultats en très forte croissance en 2023. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces résultats ? Alors d'abord, c'est conforme à ce qu'on a annoncé pendant le roadshow et pendant la période de souscription. On était déjà fin novembre, début décembre, donc on avait une visibilité assez claire sur ce qui allait se produire sur l'année 2023. Donc on est conforme, le PNB est en hausse comme prévu, de l'ordre de 30% à peu près, 31% de hausse du PNB. Et le résultat est conforme à notre annonce. On a annoncé à peu près 163 ou 164 millions. On a fait 166 millions de résultats nets. Donc alhamdoulilah, tout est conforme, il n'y a pas de surprise. Il y a une petite différence sur les encours, mais peut-être qu'on va y revenir. Dans ce qu'on a montré au niveau de fin 2023, on s'attendait à terminer l'année avec 11 milliards d'encours de crédit, mais on a fini l'année à 12 milliards de crédit, donc on a pris un peu d'avance à fin 2023. Très bien. Alors, lors de l'IPO, vous aviez présenté une stratégie de développement au marché. Le marché, bien évidemment, y a cru. Il suffit de regarder la progression du cours. On est à plus 45% depuis l'introduction en bourse au moment où on est en train de tourner cette vidéo. Les volumes, vous en parliez, plus de 1 milliard de dirhams de volume cumulé. Aujourd'hui, sur quoi repose cette stratégie? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes une entreprise qui vient de s'introduire. Donc c'est bien de rappeler quelques messages clés, notamment sur votre stratégie, sur quoi elle est basée, quels sont vos relais de croissance aujourd'hui? Absolument. Alors donc on est une banque qui a une origine de banque d'affaires, mais on a rajouté dès 2015 les activités de banque commerciale, donc de dépôt et d'octroi de crédit, etc. Mais avec une spécificité, c'est qu'on a un focus sur 2 segments seulement, le client particulier et la moyenne et grande entreprise. Et essentiellement pour la moyenne et grande entreprise, essentiellement et quasi exclusivement sur les crédits d'investissement. Donc on a 2 segments, pas plus, et on a choisi les segments où le coût du risque, on va dire, est le plus faible chez tout le monde. Pas chez nous, chez tout le monde. Donc on a commencé par ces 2 segments. Pour le moment, et comme on l'a annoncé lors de l'introduction en bourse, on ne change pas de segment, on ne change pas de cap. La seule différence par rapport à ce qu'on a annoncé lors de l'opération, c'est qu'aujourd'hui, on annonce une accélération du réseau. Le business plan qu'on avait montré, il ne parlait pas de nouvelles ouvertures, il était fait indépendamment des nouvelles ouvertures. Et là, on annonce l'ouverture de 5 agences sur
2 ou 3 ans. Donc 2 agences probablement en 2024 et 3 autres entre 25 et 26. Très bien. Abdelrazak Mghalaoui, peut-être un commentaire sur les publications, comment vous trouvez cette publication de CFG Bank? Alors, en termes de publication, effectivement, comme Sion a bien souligné, les réalisations étaient plutôt conformes, je pense, à ce qui a été donné. C'est normal, ça a été justifié par la date récente de l'IPO. Donc, en termes de résultats, 166 millions, c'est pratiquement la même chose qui a été annoncée. Mais aussi en termes de guidance, ça aussi c'est important parce que CFG, c'est une valeur plutôt de croissance. Donc, les gens ils sont particulièrement attentifs à l'évolution future des résultats. Et donc, la guidance aussi, il est conforme à ce qui a été annoncé dans le business plan, à peu près à 250 millions en 2024. Comme CFG, c'est une jeune banque, en fait, c'est normal qu'il y ait des petites différences par rapport aux chiffres, on va dire, standards sur le marché. Et donc, j'avais juste un petit commentaire de Younes sur la structure des dépôts de la banque. Je vois ici qu'il y a 50% de dépôts rémunérés. Or, on sait sur la place que les dépôts non rémunérés qui constituent à peu près le 2/3. Donc, est-ce que vous attendez à une évolution dans le même sens que le secteur sur cette partie-là? Bien sûr. Alors, je vais vous répondre à deux étages. La première réponse, c'est que malheureusement, ce qu'on met nous comme chiffre n'est pas comparable à ce que publient les autres banques. Parce que nous, on les appelle dépôts rémunérés et dépôts non rémunérés. Les autres banques, elles ne font pas comme ça. Elles font dépôt à vue, dépôt à terme. Et la différence est colossale. Où est-ce qu'elle est la différence? Elle est essentiellement sur, nous, on intègre dans les dépôts rémunérés les certificats de dépôt et les DAT. Et on intègre aussi les comptes sur carnet. Les autres banques n'intègrent pas les certificats de dépôt dans les dépôts rémunérés. Ils considèrent que c'est comme si c'était un marché obligataire ce n'est pas un dépôt, alors que ça s'appelle bien certificat de dépôt. D'accord. Deuxièmement, les comptes sur carnet, ils ne les considèrent pas comme des dépôts rémunérés. Ils les considèrent comme des parce qu'ils ne qualifient, ils les considèrent comme des dépôts à vue parce qu'ils sont à vue. C'est pas faux, c'est juste, sauf qu'ils sont quand même rémunérés. D'accord. Quand nous on ajuste et on colle au modèle qu'appliquent les banques, on est à 66% de dépôts à vue, comme les banques le qualifient. D'accord. Donc déjà ça, c'est le premier étage. 66%, c'est la moyenne du marché. Hein, on y est déjà. 70. La moyenne du marché, on y est selon la classification qui sont pratiquées par les banques. Deuxièmement, on a une croissance des crédits qui est tellement forte qu'on ne veut pas rater la croissance des crédits parce que les DAV, les dépôts non rémunérés, n'ont pas la même vitesse de croissance. Donc, quand les crédits ont une croissance forte, on prend ce qu'on a comme dépôts non rémunérés et on va compléter par les dépôts à terme. Il suffit qu'on freine un peu et qu'on ralentisse la distribution de crédits pour que nos ratios explosent des dépôts non rémunérés. Donc, premier étage, quand on compare, en réalité, on est la même chose qu'une CIH, par exemple, d'accord? Parce qu'on ne se compare pas nécessairement aux plus grandes, mais on se compare à celles qui sont avec une croissance forte, etc. Et le deuxième étage, c'est qu'on ne veut pas ralentir la croissance des crédits pour avoir un objectif de répartition entre dépôts rémunérés et non rémunérés. Donc votre objectif, c'est d'accompagner la croissance des crédits en allant chercher des dépôts là où ils sont. S'ils sont rémunérés pour le moment, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être ça va… Exactement, c'est pas grave. Et puis ce n'est pas un objectif en soi de dire quelle est la répartition finale entre les dépôts rémunérés et non rémunérés. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que si on compare le comparable, on est presque au même niveau que la moyenne du marché. Très bien. Alors j'ai devant vous votre ROE 2023, 15,6. C'est un chiffre très élevé par rapport à la moyenne du marché. Comment vous comptez maintenir cette rentabilité financière et surtout, quelle est son importance pour vous de maintenir une rentabilité financière aussi élevée que ça pour l'investisseur? S'il devait y avoir un seul critère pour juger une entreprise, s'il devait y avoir qu'un seul, de la part d'un actionnaire, c'est le ROE. Parce que ce qu'est le ROE, c'est que je vous confie des fonds propres. Moi, actionnaire, je donne à l'entreprise des fonds propres et je lui dis donne-moi la rentabilité la plus élevée. Et le ROE, c'est le meilleur indicateur, quelle est la rentabilité des fonds propres que j'ai confiés à cette entreprise. D'accord? Donc après, il n'a de sens que quand il est comparé à des gens dans le même secteur. Alors aujourd'hui, nous, on a un niveau très élevé, pour une raison simple, c'est que la taille et la proportion de nos activités qui ne sont pas consommatrices de fonds propres, parce que comme vous savez, dans une banque, la distribution de crédit dépend de la taille de vos fonds propres.
plus vous avez de fonds propres, plus vous avez le droit de distribuer de crédit. Donc si vous voulez faire grandir le portefeuille de crédit, il faut faire grandir les fonds propres. Et toutes les banques dans le monde se battent pour développer au maximum les activités de commission qui, elles, ne nécessitent pas de fonds propres réglementaires. Il se trouve que chez nous, on est à peu près à 50-50. La moitié de nos revenus, encore à ce jour, et encore en 21, 22 et encore en 23, ces revenus sont constitués de revenus non consommateurs de fonds propres et qui ne nécessitent pas de fonds propres. Ce sont les commissions bancaires, les commissions des activités de asset management, parce que c'est gros chez nous, l'asset management classique et l'asset management alternatif sur les foncières que sont ARAD et Immorente, etc. Tout ça, c'est des revenus qui sont générés, mais qui n'ont pas besoin de fonds propres réglementaires. Le 50-50 aujourd'hui, 50% de revenus sans fonds propres et 50% de revenus avec fonds propres, c'est dans le rêve de toutes les banques. D'accord ? C'est dans le rêve de toutes les banques. Et je dis ça de toutes les banques, pas au Maroc, dans le monde entier. Jusqu'à quand on va maintenir ou garder ce ratio? On se bat tous les jours parce que naturellement, les crédits vont grandir vite et ils sont en train de grandir vite. Donc la marge d'intérêt qui nécessite des fonds propres va continuer à grandir vite. Donc on se bat pour continuer à faire développer les activités de commission comme toutes les banques qui le font tout le temps. Nous, on part d'une base très forte et on essaie de la maintenir du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on va rester à 50-50 pendant encore 10 ans? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'on va aller à 80-20? J'espère pas. Moi, je pense qu'on va aller graduellement vers 60-40 et on ne va pas arrêter de développer les activités qui ne consomment pas de fonds propres. Très bien. C'est ce qui nous permet d'avoir ce ROE qui est plus élevé. Très bien. Je vous ferai réagir tout à l'heure sur le comportement du cours, mais avant, justement, vous avez parlé tout à l'heure de guidance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos perspectives pour 2024? Comment voyez-vous l'année? Alors, nous, on pense que, comme on l'a déjà dit, une banque, elle sait presque à l'avance, à 80-90%, comment se dessine son année N+1, ou en cours, l'année en cours ou l'année suivante si on est en fin d'année, mais disons que l'année en cours. Donc, nous, on a donné des guidance sur la croissance du PNB, donc on pense qu'on va faire entre plus 20 et plus 24% de croissance du PNB, ce qui reste relativement fort. Et le RBE, entre 28 et 38% de croissance du RBE. Donc on voit très bien tout de suite l'effet de levier, déjà plus. Et au niveau du résultat net part du groupe, on s'attend à une hausse entre 40 et 50%. D'accord ? Et ce chiffre-là, de plus 40 à plus 50%, c'est tout ce qu'on pouvait donner au moment de l'IPO, c'est donner une indication sur le résultat de l'année 2024. Ça nous mène dans un résultat autour de 240-250 millions de dirhams de résultats, à comparer à 166 en 2023. Donc on sera encore à une année de croissance très très forte du résultat net. Très bien. Le coût du risque, comment il devrait se comporter en cette année? On pense qu'il va rester autour de 0,25 à 0,30, compte tenu de la typologie de notre clientèle. Là aussi, il me semble plus bas du marché, en tout cas des sociétés cotées. Pour plusieurs raisons, parce que, encore une fois, on a commencé par dire de choisir les segments, voilà, a priori les moins risqués, mais il n'y a jamais de certitude. Et deuxièmement, parce que notre portefeuille est encore relativement jeune. Donc même quand on a un premier défaut, il est encore jeune, il est provisionné juste au début, il faut des années il faut au moins 1 an, parfois plus, pour que le risque soit obligatoirement provisionné. J'aimerais bien avoir votre confirmation. Est-ce que votre ADN, en tant que banque d'affaires, en tant qu'analyste à la base, oui, est-ce que c'est quelque chose qui contribue à ce taux de coût du risque c'est-à-dire, autrement dit, est-ce que vous choisissez mieux, vous avez une capacité à mieux choisir les dossiers les plus sains? Notre ADN de banque d'affaires historique fait que quand on analyse les dossiers, on a peut-être un biais dans notre cerveau, qui est ce qu'il est, parce qu'après 25-26 ans de banque d'affaires, notre cerveau il est déjà bien configuré d'une certaine façon. Et donc, quand on analyse, on a peut-être des filtres qui ne sont pas identiques aux autres. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont mieux ou moins bien, ils sont peut-être un peu différents pour le moment. Mais en réalité, on a créé toute l'activité crédit des entreprises avec le cerveau de banquier d'affaires. C'est-à-dire, on utilisait nos analyses, nos méthodes d'analyser les dossiers, etc., etc. À l'époque, on le faisait pour des fusions, pour des acquisitions, pour des introductions en bourse. Et maintenant, on dit à la fin, mais est-ce que cette entreprise mérite un crédit ou pas? Et si elle le mérite, on lui donne. Si on pense qu'elle ne le mérite pas, on ne lui donne pas. Donc oui, on est peut-être un petit peu différent, mais je ne peux pas dire mieux. Voilà. Le mot mieux, on est peut-être différent. Très bien. Abdelrazak, un mot sur la valorisation, le comportement du cours, comment vous le voyez? Alors le comportement du cours depuis l'introduction en bourse, au tout départ c'était un grand succès comme vous l'avez tout signalé, donc il y avait les 3 séances, la valeur a touché presque 30%.
Après, il y avait une petite période où certains investisseurs, plutôt qui étaient historiquement peut-être présents sur l'actionnariat, peut-être qu'ils avaient besoin d'alléger un peu ou de sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a été absorbé complètement par le marché. Comme Sioun a dit, les volumes étaient très très intéressants. Et ça, c'est peut-être justifié par le caractère que CFG, c'est une banque qui est un flottant quand même, c'est une société qui est un flottant quand même important. Donc c'est favorable à tout ce qui est liquidité. Donc juste après, on va dire, cet allègement de la part de ces fonds qui ont déclaré d'ailleurs des franchissements à la baisse. Donc on a eu une réaccélération du cours et donc c'est passé de 140 vers 160 aujourd'hui. Aujourd'hui, CFG il a un positionnement assez particulier, je pense, dans le marché de Casablanca parce qu'elle est à la fois c'est une bancaire, mais qui est une bancaire qui est de croissance, à forte croissance. Donc ça lui donne un positionnement assez particulier. Je pense aujourd'hui, elle traite avec une prime par rapport au reste du secteur bancaire, mais c'est une prime justifiée, à mon sens, par ces anticipations futures d'évolution rapide des résultats de la banque, vu que c'est une banque qui est jeune, qui détient à peu près 1% de part de marché dans les crédits, et cette partie-là ne peut que croître rapidement. Donc il traite à un niveau de PE qui est aussi, on va dire, on peut le comparer au return on equity, sauf que le PE, c'est un return sur la valeur marché des fonds propres, donc, tel que valorisé par le marché. Donc c'est traite un peu à peu près de 22, donc je pense qu'il est correctement valorisé à ce niveau, en attendant la confirmation des perspectives favorables futures. Donc, très bien. Voilà. Très bien. Un commentaire là-dessus, vous êtes d'accord avec Non, on est d'accord, on est d'accord. Il est vrai que nous, on se voit encore comme une valeur de croissance. C'est très important parce que quand on fait 50% de... J'oublie la croissance de 23 sur 22, parce que ça n'a plus de sens. Hein. On fait 166 par rapport à 44, c'est un multiple x 4, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on a encore une croissance à venir qui est très très forte. Et on a un RE, comme on l'a dit, qui est plus élevé. Et donc la combinaison de tous ces facteurs fait qu'effectivement, notre valorisation est un peu plus élevée, temporairement, le temps que les résultats viennent pour montrer que tout ça est fortement justifié. Et encore une fois, s'il faut rassurer les gens, et ça a déjà été dit, les chiffres de 2024 ils sont là, quoi. On les connaît, comme toutes les banques savent à peu près comment se dessine l'année 2024, sauf accident absolument inconnu de tous, etc. etc. Mais il y a une prévisibilité importante du résultat et du PNB d'une banque en général. La prévisibilité est très très forte. Et nous, ce chiffre-là de prévisibilité de nos comptes, il tourne autour de entre 85 et 90% de notre PNB futur est prévisible parce que c'est les encours de crédit, c'est les encours d'asset management et de gestion d'actifs qui sont là, qui génèrent le PNB jour après jour après jour après jour. La partie qui fait à peu près 10-12% qui n'est pas prévisible, c'est là qu'on loge des activités qu'on va considérer comme volatiles, c'est-à-dire l'intermédiation boursière, le trading action, le trading obligataire, le corporate finance, etc. On loge des activités qu'on considère un peu volatile. Oui. Et c'est là si on... Et vous le mentionnez d'ailleurs très bien et on va le projeter à l'écran. On le distingue, absolument. On distingue, là, c'est une couche rouge chez nous qui montre que cette partie-là est volatile, le reste étant prévisible. Très bien, très fascinant et très agréable d'écouter votre lecture et votre interprétation de ces résultats. Encore une fois, merci Younes Bejloun. Merci à vous. Avec plaisir merci et bon courage. À la prochaine. Merci.